Salut à tous et bienvenue pour cette émission de Débat Foot Marseille de la Saint-Valentin. Et oui, parce que notre seule et unique relation durable à nous, c'est avec l'Olympique de Marseille. Cœur sur toi, OM, je sais plus comment on fait cœur, enfin on fait un cœur quoi, sur toi OM. Même si de temps en temps notre relation est un peu tumultueuse, tu sais qu'on tiendra toujours à toi. On va discuter de l'Olympique de Marseille actuel avec un ancien de l'OM, Jean-Charles Debono. Salut Mourad. Qui nous a montré une petite photo à l'époque où il avait plus de cheveux. Beaucoup plus. Et où il avait battu l'OM avec un club rival. Donc il était passé dans le camp adverse. Sporting Club de Bastia. Voilà. À tes côtés, un nouveau dans l'émission, donc Zaki Noubir, qui est éducateur à Herbel, donc les U17, c'est ça? C'est ça, tout à fait. Ravi de t'accueillir. Merci de l'invitation. À côté de toi, un ancien de la Maison Football Club de Marseille, Titi. Salut Titi. Bonjour Mourad, bonjour à tous. Voilà, vous voyez qu'on a une configuration spéciale aujourd'hui avec notre palette tactique. Donc c'est un simple plateau. Mais on va parler tactique, on va parler 4-4-2. On va profiter de ta présence, Zaki, toi qui es passionné de tactique, qui est éducateur, qui va nous parler un petit peu, qui va nous donner ton œil tactique sur justement le fameux 4-4-2 dont on parle beaucoup ces dernières semaines à l'Olympique de Marseille. Puisque c'est censé être le schéma qui va tout révolutionner, on en parle, la place de Payet, qu'est-ce qu'il faut faire dans un 4-4-2, tout ça. C'est la première partie de l'émission. Dans la deuxième, on va discuter de la rumeur un petit peu mercato Edouard Mendy, donc le gardien de Reims. On va aussi se demander si c'est pas un peu bête d'aller mettre de l'argent sur un joueur qui était chez nous. Ne perdons pas de temps, c'est parti, on passe au 4-4-2. Alors, le 4-4-2, messieurs, depuis quelques journées, c'est le système choisi par Rudy Garcia. C'est le système que beaucoup de supporters marseillais réclament, puisqu'en effet, c'est le système qui semble le mieux coller aux qualités de certains joueurs comme Valère Germain. Titi, on a entendu pendant très longtemps, on attendait. C'est surtout aussi parce qu'on a recruté Balotelli. Voilà, c'est un peu particulier. Quand on avait Mitroglou et Germain qui semblaient pouvoir jouer que à deux, on ne jouait pas en 4-4-2, mais maintenant qu'ils sont partis et que Balotelli semble plus à même d'occuper la pointe seule, on passe en 4-4-2. Bref, on est passé en 4-4-2. Donc, Zaki, en fait, ce qu'on voudrait te demander en premier lieu, c'est sur ce tableau de nous expliquer un peu les grands principes du 4-4-2. Qu'est-ce qu'il faut faire dans un 4-4-2? Déjà, la première chose, quand on regarde le système du 4-4-2, c'est l'organisation. On a deux lignes. Déjà, donc 2 lignes de 4 plus donc 2 attaquants. C'est un système qu'on a un petit peu plus ou moins oublié. C'est le grand système de Arrigo Sacchi, donc ça revient là. Ce qui est important, déjà, la première chose, ça sera quelle va être la position du bloc équipe. Est-ce qu'on sera sur un bloc médian? Est-ce qu'on sera sur un bloc bas ou bien sur un bloc haut? Bon, je pense qu'en général, on sera plus, nous, sur un bloc médian. Après, ça sera toujours en fonction de l'animation. Moi, au niveau de l'organisation, donc... sur la mise en place, j'aurais été plus d'avis d'avoir un milieu défensif avec à ses côtés un relayeur classique pour les attaquants, attaquants de profondeur, attaquants de percussion à avoir. Deux excentrés classiques, contrairement à un système où on est, admettons, sur un 4-3-3, là on est vraiment sur un rôle de milieu de terrain, on part un peu de plus bas, contrairement à un 4-3-3 où on va être un peu plus haut avec une pointe basse et deux pointes hautes. Là vraiment, la différence sur le 4-4-2, c'est que vraiment ça part de plus bas avec deux attaquants et là vraiment le point positif sur ce système-là offensif, c'est que vraiment on doit vraiment occuper au maximum les zones latérales, proposer un maximum de centres, vraiment insister. Ça, c'est vraiment dans les grands principes. Après, le système de jeu en lui-même est intéressant parce qu'on peut l'articuler, le désarticuler comme on veut. Sur une phase défensive, on peut être mené à récupérer, on peut défendre sur un 4-2-3-1, on peut défendre... que j'ai pas de conneries, on peut mettre des surnoms sur les compartiments de jeu, donc vraiment il est malléable au maximum. L'animation est très intéressante sur ce système de jeu. Alors deux petits trucs qui me viennent en tête, donc par rapport au 4-2-3-1 qui était un peu le système préférentiel de l'OM depuis quelques années, là tu dirais que donc, ce qui peut changer, c'est que les joueurs de couloir doivent partir de plus bas par rapport au 4-2-3-1 où ils sont plus hauts. Tout à fait. Pour moi, bien faire la distinction, c'est que vraiment, le bloc équipe, il doit vraiment se déplacer ensemble. Après, on a toujours cette possibilité-là aussi, dans une phase offensive, que l'excentré décroche pour permettre un passage dans le dos du latéral. Donc, il y a multiples combinaisons possibles à faire.
Mais honnêtement, j'insiste énormément sur ça, c'est vraiment toute l'animation qui va faire la différence et le profil des joueurs qu'on va mettre au poste. C'est vraiment très très important. Avant même de parler du système de jeu, c'est vraiment la répartition des joueurs par poste et par ligne et quelle animation on va mettre en place par rapport à l'adversaire. C'est toujours pareil. Parce que donner un système de jeu, je pense qu'on sait tous donner des systèmes de jeu. Maintenant, c'est quel est l'adversaire qu'on va avoir en face? Est-ce que les joueurs vont être disponibles pour ce système de jeu-là? Parce qu'il faut faire face aussi aux absences, aux blessés, aux suspendus. Mais ce système-là est très intéressant, surtout avec l'apport de Balotelli. D'accord, donc parce que le dernier match, c'était contre Dijon. Alors, on a vu un Florian Thauvin dans l'axe en deuxième attaquant. Donc déjà, il y a deux choses moi qui m'interrogent un peu. Donc Jean-Charles, tu peux peut-être nous en dire un peu plus par rapport à ce que Zaki nous a dit. Donc Thauvin, on l'a mis dans l'axe, sans doute pour le mettre aussi un peu plus proche du but. Est-ce que c'est justement pour empêcher cette chose de se dire c'est notre meilleur buteur, c'est celui qui doit être le plus proche des zones de finition, et si on le met à droite, il doit partir de plus loin. Et donc est-ce que ça le condamne un petit peu? Est-ce qu'on ne va pas voir Thauvin milieu droit, quoi, en fait? En fait, ce système de jeu du 4-4-2, il est souvent appliqué quand on joue à l'extérieur, je me rappelle bien, pour essayer de bien défendre et surtout de laisser aucun espace sur les côtés. C'est-à-dire tomber à la récupération du milieu de terrain, essayer de faire un bloc équipe, d'avoir les deux lignes bien compactes et essayer de récupérer le ballon à partir de ce moment-là et puis après se projeter sur les côtés avec les milieux ou les attaquants latéraux. Maintenant, le 4-4-2 s'adapte aussi par rapport aux joueurs disponibles. On a bien vu qu'à Dijon, Florian Thauvin a joué derrière Balotelli. Pour moi, ça n'a pas été couronné de succès. Couronné de succès. Je pense que c'est un joueur qui a marqué beaucoup plus de buts, même si on a tendance à le retrouver plus proche du but adverse s'il est juste derrière Balotelli. Mais on a souvent tendance à le voir côté droit, rentrer bon pied, sur son bon pied et puis frapper. Il a souvent marqué des buts comme ça cette saison et les années précédentes. Alors après, si c'est Payet, c'est différent, parce que lui, il a l'habitude d'être dans une zone de vérité et de donner le dernier ballon de but, parce que, comme vous venez d'expliquer, les latéraux de cette zone intermédiaire peuvent sortir sur les côtés et trouver d'autres solutions. La récupération est beaucoup plus solide dans l'axe, dans le centre, dans le cœur du jeu, en fait. Ça donne une possibilité de sécurité, le 4-4-2. Après, c'est la projection qui va se faire, mais c'est surtout aussi l'adversaire qu'on aura en face. Si je joue avec un seul attaquant, je ne vois pas l'intérêt de se focaliser à temps derrière plutôt que d'aller chercher son adversaire dans la zone de vérité, dans leur partie de jeu, dans leur moitié de terrain à eux. Donc après, ils se transforment par rapport à l'adversité, mais aussi par rapport à l'animation que les joueurs vont mettre. Et au profil que tu mets aussi dedans, quels sont les profils typiques, Zaki, selon toi, qu'il faut mettre sur les côtés, par exemple, à ces postes de milieu? Est-ce que c'est des mecs qui doivent beaucoup travailler parce que donc il y a des compensations à faire? De toute façon, je pense que tu as toujours un travail défensif à faire, quoi qu'il arrive. Après, c'est toujours en fonction de la consigne du coach. Est-ce qu'on va être mené à les chercher haut? Est-ce qu'on va les attendre et à un moment donné, il y a une zone presse où on va chercher à les ramener. Mais après, ce qui est important, c'est déjà le premier travail des attaquants. C'est déjà quand on est mené à récupérer un ballon, c'est... le premier défenseur, c'est l'attaquant. C'est l'attaquant. L'idée, c'est déjà de faire. Non, mais c'est vrai. Les mecs, notre premier défenseur, là, c'est Balotelli. C'est ça. Non, mais déjà, j'adore. C'est déjà, les attaquants vont effectuer un premier travail défensif, donc de couper ses premières passes. Pour moi, c'est important. Après, il y a aussi une orientation dans le compartiment là où on souhaite récupérer le ballon. Comme dit Jean-Charles, si on souhaite récupérer nous le ballon dans les compartiments latéraux, on va chercher peut-être à densifier sur le porteur et apporter un surnombre dans le compartiment. C'est important. Mais moi, sur le profil des joueurs, après, mes propos n'engagent que moi, mais moi, j'aurais été plus d'avis de mettre un joueur de percussion, un joueur de profondeur pour apporter un peu de la variété dans le jeu. Thauvin, après, sur le match, moi, ce que j'ai vu, il a été plus ou moins intéressant. Mais après, c'est un joueur qui a besoin de partir de plus loin. C'est un joueur qui aime bien garder, qui aime bien aller percuter. Et il a ce truc-là un peu de toujours rentrer pied gauche pour enchaîner derrière avec une frappe comme il fait, c'est sa spéciale, quoi, comme il a l'habitude. Après, au Campos ou bien NJ, c'est des profils ou Radonjic qui joue sur les côtés. Radonjic, c'est un joueur un peu plus de profondeur, plus de profondeur. Donc, plus dribbleur en fait. Ouais, donc c'est un joueur de percussion. Sur le côté droit, on a vu Sarr, qui est plutôt un défenseur, enfin qui a été reconverti latéral droit, mais là il est repassé milieu offensif droit et aussi avec un succès mitigé, on va dire. Moyen, comme quand il arrivait à l'OM, il était... c'était un joueur banal, quoi. Offensif droit, je trouve qu'il n'a pas assez de qualité pour... Au niveau des centres, il n'est pas assez performant. Je trouve qu'il est un peu meilleur maintenant dans son repositionnement en tant que latéral droit.
Mais En fait- offensivement, il a beaucoup de lacunes, je trouve. En fait, Titi, on a connu cette situation-là avec Eric Dimeco, qui, moi, on a joué ensemble, qui était un ancien ailier gauche. Petit joueur. Petit joueur. Monsieur De Bono a Non, joué non, avec non. des petits Non, joueurs. non, non. Dimeco. Ce que je veux dire, c'est que Eric était attaquant, et quand on est attaquant, on demande la performance offensive. C'est-à-dire d'éliminer, d'accélérer, de centrer, de marquer et de faire marquer. Mais à un moment donné, c'est le cas de Bounassar, comme ça a été le cas d'Eric Dimeco, c'est qu'à un moment donné, il n'arrivait plus à éliminer, à mettre de la vitesse, jouer sur une surface plus courte, c'est-à-dire d'arriver dans la zone de vérité, éliminer et centrer, c'est beaucoup plus difficile, ouais. que quand on est de derrière, qu'on pousse son ballon quand on a la rapidité, style Bounassar. Et aujourd'hui, il se trouve dans un confort de jeu qui l'arrange. C'est-à-dire qu'il a le jeu en face, et non pas, quand on est attaquant, on a souvent le jeu de dos, c'est-à-dire qu'on reçoit le ballon, on est trois quarts, on est dos au but adverse, que là, non, on reçoit quand on est défenseur, on reçoit le ballon de face, et on fait le mouvement inverse. Et ça donne beaucoup plus de facilité, et surtout, ça donne la facilité de trouver un partenaire, parce que la zone, les joueurs sont plus nombreux offensivement que quand on se trouve dans ce chantier-là. Et ça, c'est mon point de vue. D'accord. Zaki? Mais non, mais c'est surtout que moi, Bounassar, honnêtement, j'ai trouvé ça super de le replacer latéral droit, parce que c'est un joueur qui aime bien se projeter vers l'avant, mais il a aussi une faculté qui est importante, parce qu'il ne faut pas oublier, c'est de défendre. Le plus important pour moi au commencement, c'est déjà de défendre. Je veux dire, aujourd'hui, on demande à nos latéraux de venir apporter, de venir centrer, mais à un moment donné, la première qualité d'un latéral, déjà, c'est de défendre. Après, plus il y a affinité. Aujourd'hui, on a la possibilité avec Bounassar, déjà, qu'il sait défendre. On lui a appris à défendre et il s'est attaqué. Il a la possibilité de combiner éventuellement avec un Il Thauvin. s'est bien taclé, il est rapide. Exactement, il a la possibilité de combiner. Donc moi je trouve sincèrement, le mettre là, après c'est les choix du coach et c'est lui qui est le mieux placé. Mais je trouve que le mettre là. C'est pas une zone de confort, je pense, que beaucoup plus haut pour lui. Voilà, je pense que là, Pour l'élimination de l'adversaire. Il a testé la première mi-temps à Dijon et il a changé de suite en il a la deuxième possibilité il a la possibilité de se projeter rapidement vers l'avant, contrairement peut-être à ma vie qui oublie par moment de défendre, là où il y avait un peu plus de boulevard, mais lui c'est clairement de défendre. Et pour moi ça c'est important. Mais cependant, oui, parce que moi ça m'a marqué aussi, notamment à Dijon, c'est que je voyais que quand Hiroki Sakai montait, Bounassar redescendait à sa position Il y avait un décrochage à mais Pelda. il redescendait très bas Bien en sûr. fait, justement. Et c'est peut-être pour ça que Sarr et Ocampos, c'est des joueurs qui ont cette capacité à beaucoup défendre et ça ne va pas les déranger de redescendre très bas pour défendre quand Amavi... C'est pour ça que si, comme disait Jean-Charles, si à un moment donné, en mettant Ocampos dans le couloir d'Amavi, déjà ça pourrait permettre une meilleure association sur le travail défensif. Mais après, ce qui est aussi important sur le 4-4-2, et on l'a pas signalé, c'est vraiment l'importance du travail défensif des deux attaquants. Justement, parce que c'était un truc, vas-y, pour moi, c'est extrêmement important parce que au-delà de ce 4-4-2, on voit quand même que dans cette zone centrale, là, il y a quand même un vide. Et je pense que ce vide-là, il est important à combler. Donc tout dépend le système de jeu adverse, et s'ils sont sur un 4-2-3-1 ou bien sur un 4-3 avec une sentinelle ou deux relayeurs ou deux sentinelles et un relayeur. Déjà, il y a un premier travail de cadrage et de fermeture qui est important à faire, et en fonction de la position du ballon, de demander à un des deux relayeurs ou défensifs de sortir sur le porteur de balle et de densifier vraiment sur le porteur. C'est important. Et après, au niveau du jeu des attaquants, est-ce qu'on fait un marquage préventif sur l'attaquant si c'est un attaquant de profondeur? Si ce sont deux attaquants, est-ce qu'on fait un marquage strict ou bien est-ce qu'on les cadre à distance? Mais c'est vraiment, cette zone-là, pour moi, elle est vraiment importante. Et c'est pour ça que l'importance de ces deux attaquants-là est vraiment primordiale sur le travail défensif, sur le repli défensif, il est très important. Et justement, juste un petit truc, on dit souvent que Valère Germain est un attaquant de 4-4-2. Pourquoi par rapport à ce que tu nous expliques là? Parce que c'est un joueur de rupture. Je suis d'accord. C'est pas un véritable avant-centre où lui va se positionner devant le but et attendre le bon coup, le bon ballon qui va traîner dans les 18 mètres, en fait. Lui, c'est quelqu'un qui est capable d'occuper cette zone. Tourner autour, en fait. Il a une force, droite, à gauche. Il a une force, pour moi, il a une force, même si ça n'allait pas fort pour lui sur ces derniers temps, moi je trouve honnêtement que cet attaquant-là, c'est un attaquant qui va... Il a un jeu sans ballon déjà qui est très intéressant, qu'on le veuille ou pas. Oui. Il a un jeu sans ballon qui est vraiment intéressant. Il peut permettre de créer des décalages pour peut-être un relayeur s'il monte ou bien pour l'attaquant. Il a un jeu de déplacement qui est intéressant. Le mettre seul en pointe, ça n'a pas été forcément bon pour lui, ou peut-être qu'il a réussi par moment à sortir un lapin de son chapeau, mais... Quand on voit la réussite qu'il y a eu avec Falcao et Germain en pointe, moi je trouvais ça vachement intéressant. Il faut savoir que Germain, il a quasiment jamais, parce que
on parle que c'est un avant-centre, mais il n'a quasiment jamais joué seul devant. Ouais, je suis d'accord. Jamais, ouais. Mais Je c'est aussi. Si je dis pas de conneries, il y avait même à Nice, c'était Alassane Plea et Bien Germain. sûr, C'était Ben Arfa aussi, Ben en Arfa fait. Et aussi. Ben Arfa qui avait un rôle un peu plus libre. Parce qu'en fait, oui, voilà, si tu joues à une seule pointe, tu dois occuper une zone qui est différente que si tu joues à deux. Tu dois. Ben, c'est ton différent. rôle est complètement Il ne différent. faut pas isoler l'attaquant, en fait. Si tu joues à une pointe, ça voudrait dire, entre guillemets, que tu as un 4-3-3, plus ou moins, si je ne me trompe pas. Oui, Avec comme on un faisait un 4-3-3, petit peu depuis c'est le ça. début de Il y a saison. quand même un 4-2-3-1 avec deux excentrés. Mourad, on c'est l'a une vu pointe. quand on jouait en 4-3-3 ou en 4-3-2-1, quand il mettait Germain tout seul en pointe, Valère, il dézonnait sans arrêt pour aller créer des appels. Il restait jamais devant. C'est ça. C'est pas le vrai attaquant, le vrai neuf. De toute façon, que ce soit le 4-3-3 ou le 4-2-3-1 ou même le 4-4-2, l'important c'est vraiment les L'animation. consignes données aux joueurs et l'animation que tu vas mettre en fonction de ton adversaire et la position de ton bloc, où est-ce que tu souhaites récupérer, où est-ce que tu souhaites te déplacer, qu'est-ce que tu vas mettre dans tes principes de jeu offensif, c'est le plus important, hein, ce qu'on disait Jean-Charles. Et puis, Il y a pas de secret, C'est hein. l'animation. Ouais, y a pas de quelque secret, chose hein. qui m'a Pas de secret. intéressé aussi dans ce que tu expliquais, c'est l'occupation de cette zone. Enfin, des fois, je suis un peu monomaniaque dès qu'on dit quelque chose. L'occupation de la zone Là. entre les deux milieux de terrain centraux, si on peut dire, et les deux attaquants axiaux. Donc, donc ça, c'est aussi, parce que comme on parlait des décrochages, Titi t'en parlait de Valère Germain, c'est quelque chose que justement, lui peut faire, et c'est quelque chose qui est important, et quelque chose aussi que Maxime Lopez peut faire occuper cette zone un peu cette no man's land zone en 4-4-2 en fait. C'est pour ça. En fait, ce qui peut se passer dans ce système de jeu, c'est que ça peut passer en 4-3-3 avec la pointe. En fait, quand on dit 4-3-3, on se positionne comme ça, la pointe elle est en haut. On est d'accord? Là, on est comme ça, on est en 4-4-2, donc il n'y a pas de pointe. Ce qu'il y a, c'est que si c'est Payet qui joue, il peut décrocher, faire la pointe en haut. Mais ce qui peut se passer aussi, c'est mettre, si souvent le jeune Lopez a tendance à éliminer et de percuter le milieu de terrain adverse, se retrouver la pointe en haut, c'est-à-dire le triangle de cette façon-là. C'est-à-dire la pointe en bas et donner une possibilité réelle. Et en récupération, retrouver Strootman, Gustavo, T'as une et donner sécurité, la participation là. On C'est-à-dire garde. ça dépendra aussi du joueur s'il se sent bien dans une rencontre, parce que là on anime, mais le joueur s'il se sent bien, les latéraux, que ce soit un milieu récupérateur ou quoi, il va donner plus d'activité dans son jeu, plus de rendement dans son jeu, dans la récupération, dans la profondeur, dans l'élimination, tout le reste. Et surtout, ça va donner aussi à ses partenaires des possibilités d'aller chercher le surnombre vers la zone offensive, c'est-à-dire sur les côtés. Et là, dans le 4-4-2, ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'on mange la ligne de touche. Et on a bien vu Paris, quand Paris joue avec les attaquants, que ce soit Di Maria ou un autre, Ils étirent au maximum de l'espace. ils mangent la ligne de touche. C'est-à-dire qu'ils étirent Au maximum. l'adversaire Pour au permettre aux maximum, relayeurs, parce que ça- donner de la possibilité de profondeur et d'espace. C'est ce qui peut arriver aussi. Le fait d'occuper au maximum les espaces, d'étirer, comme il disait Jean-Charles, vraiment d'étirer au maximum, ça peut permettre aussi aux relayeurs, en fonction de la gestion des transitions off ou def, de venir manger les espaces. De venir manger les espaces. Mais après, pour Lopez, c'est Chaque fois, créer un triangle, excuse-moi. oui, c'est ça, C'est chaque fois c'est ça. créer un triangle de passes, redonner, C'est ça, décaler la profondeur, ressortir de l'autre côté. C'est ça ce qui est intéressant. c'est ça. Et Lopez, de toute façon, Lopez, lui, c'est un joueur qui va faire vraiment la liaison entre la défense et les joueurs offensifs. C'est cette Exactement. prise de balle et cette passe transversale. Et en fait, ça se fera par rapport à la disponibilité des joueurs qu'il a sous son ordre. C'est-à-dire que si c'est Payet, si c'est Strootman, si c'est... non mais T'étais un génie de la transition parce que c'était justement la question suivante. voilà. Vraiment, c'est Et milieu surtout, après relayeur aussi, par excellence. Il y a ça, et aussi, je ne pense pas qu'Amiens va nous mettre énormément de difficultés offensivement. C'est ce que j'espère, je touche du bois. Peut-être méfier quand on est à 4 derrière. Tu Ouais. vois ce que je veux dire? Parce que c'est bête de perdre un défenseur qui pourrait t'apporter dans le milieu terrain et d'aller jouer beaucoup plus et de presser l'équipe adverse. Alors, avant de parler d'Amiens, parlons des retours. Il y a eu un joueur très important à l'Olympique de Marseille qui est derrière moi, là, Dimitri Payet, qui était blessé et qui va faire son retour. Donc, si on installe l'équipe en 4-4-2, ça devient le schéma préférentiel. Où on le met? D'abord, on demandait à Titi, où tu le mettrais, toi, Payet? Je le mettrais Attention, en- Zaki, il va juger ta... je le mettrai en électron libre derrière l'attaquant. Mais le problème, c'est si je le mets en électron libre derrière l'attaquant, est-ce qu'il va faire les tâches défensives? C'est-à-dire les Il a tâches pas besoin, défensives il perd qui du- étaient cadrées et couper les lignes de passe. Titi, dans ce système de jeu, pardon, hein, Mourad. Vas-y. Dans ce système de jeu, si tu le mets là en électron libre, à Payet, tu as quand même une certaine sécurité qui est là et sur les côtés. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je pense que le joueur comme Payet, il faut Mais l'utiliser si, parce- comme électron libre. C'est un joueur qui a énormément de qualité, qui a la vista et qui voit rapidement et surtout jeu, il est ouais. très précis. Si on lui demande de faire
des efforts défensivement, ça ne rentre plus dans son confort de jeu à lui. Et il va perdre de sa fluidité et de sa qualité. Parce que c'est pas, à un moment donné, les numéros 10 sont là pour te canaliser le jeu. Ils ne sont pas là pour faire prendre le jeu à leur compte. Voilà. Pour pas faire des zones défensives, en fait. Pour pas aller courir après un adversaire. Mais si on le prive de jeu... C'est l'important, les deux attaquants sont tes premiers défenseurs. Et si on a surtout de la première relance adverse. Balotelli, Payet, tu vois, c'est au niveau talent, c'est talent technique énorme. Mais au niveau travail défensif, comme il disait Jean-Charles, l'importance vraiment de venir couper cette première passe. Bon, après là, le bloc équipe est un peu distendu, mais si on est mené à occuper un peu le cas adverse sur un bloc haut, ben, automatiquement, le bloc va être beaucoup plus resserré. Mais ces joueurs-là, là où j'insiste, c'est qu'ils vont être importants déjà sur le fait d'empêcher cette première passe-là et même d'orienter l'éventuel porteur là où l'OM... C'est toi qui le guide où tu veux le mener. C'est ça. Après, Payet, moi honnêtement, parce que ça a été un peu un débat, de le mettre sur un côté, moi honnêtement, je trouve que avec tout le respect que j'ai pour Payet, parce que c'est un super joueur de football, avec tout ce qu'il a donné, le Payet de Saint-Etienne, de Lille, sur un côté, je pense qu'il faut oublier. À un moment donné, il s'est bonifié un peu comme le vin, il faut le mettre dans l'axe, parce qu'il va avoir une vision un peu plus périphérique du jeu. Et là où je rejoins complètement Jean-Charles, c'est peut-être le ménager dans ses efforts défensifs-là, mais quand même en gardant cet équilibre-là. Parce que je pense qu'il faut avoir la lucidité offensive sur les 30 derniers mètres de faire une différence. Tu imagines que là, tu as quand même 8 joueurs défensifs. En fait, défensif. Oui. Qui couvre la zone défensive. C'est-à-dire si tu mets un 9e, non mais si tu mets un 9e à domicile face à Amiens, ça devient quand même une complication. Le droit au but, il n'existe plus. Hein. C'est clair. Mais est-ce que justement, donc, vous le voyez pas du tout sur un côté, le côté gauche, tant que meneur de jeu. On l'a vu, c'est pas. Attention, on ne dénigre pas le joueur, mais aujourd'hui, pour moi, là où est-ce qu'il est le meilleur, simplement, pour moi, c'est au poste de meneur de jeu. Le mettre sur un côté, pour moi, c'est se mettre une balle sous le pied, clairement. Surtout que tu as des profils comme Ocampos, comme Thauvin, comme Engie. Je veux dire, tu as des joueurs avec des possibilités beaucoup plus différentes. Mais pourquoi c'est se mettre une balle dans le pied de Parce que tu t'empêches, tu t'enlèves le dépositaire du jeu, clairement. Et lui, il a la faculté de pouvoir, c'est l'organisateur. Par sa vision de jeu, il a la possibilité d'avoir une vision plus périphérique, de toucher des joueurs lancés comme Thauvin, de toucher Ocampos, de jouer un mec comme Balotelli. Parce qu'en 4-4-2, on a souvent vu ça, l'ailier droit qui partait à gauche parce que Rudy Garcia essayait de créer de la densité, d'avoir une supériorité numérique sur un côté. En 4-4-2, tu fais moins, tu pars moins de l'autre côté. Ouais, mais après, attention quand même. Je ne sais pas ce que tu en parles, Charles, Chichi. Là, en mettant Payet en numéro 10. Pour moi, tu es clairement sur un 4-4-1-1. Ah oui. Un 4-4-1. Non, mais l'avantage de Payet, c'est quand il est dans ce rôle-là, de meneur de jeu, très proche de Balotelli, parce que c'est lui qui jouera, il a la possibilité de vite donner des ballons dans la profondeur de dernière passe. Quand tu pars du côté là-bas, c'est-à-dire qu'il faut éliminer, peut-être déborder et centrer, c'est-à-dire que tu vas perdre sa qualité de dernière passe. Et surtout, il va falloir faire des efforts sur un côté. Que là, il est dans la zone où il est plus proche du but adverse, où il va trouver Thauvin, où il peut trouver Ocampos ou un autre, où il peut trouver un latéral, mais surtout trouver Balotelli. Et là, il aime ça. L'élimination directe d'un adversaire dans une zone de 30 à 35 mètres, même lui, il peut se retrouver dans la zone de vérité, mais surtout, de donner un ballon, mais surtout d'aller marquer. C'est ce qu'on lui demande aussi. Ses meilleurs matchs, ça a toujours été là. Hein. Mais bien sûr. Depuis qu'il est à l'OM, ses meilleurs matchs, c'est là. Hein. Lui, il sait accélérer en le jeu. électron libre ou en 10. Il sait ralentir le jeu, il sait chercher les côtés, il sait par moments casser le rythme d'un match. Et ça, c'est pas donné à tout le monde. Hein. C'est véritablement un numéro 10. Moi, j'ai connu, je ne vais pas te le dire parce que tu vas me dire, j'ai joué, mais Alain Giresse. Encore un petit joueur, c'est pas un petit joueur. Non, mais c'est énorme quand je dis ça. Il était petit de taille, mais au niveau du talent, c'est... C'est des joueurs qui te font jouer, en fait. Tu comprends? C'est eux qui t'animent. C'est-à-dire qu'ils prennent le ballon là, et c'est eux qui te guident sur un terrain. Tu sais qu'à un moment donné, le ballon va partir sur le côté, il va revenir derrière, il va jouer en 1-2, il est capable de chercher directement dans la profondeur et de trouver le ballon dans l'espace entre deux défenseurs centraux. C'est ces joueurs-là qui te font la différence offensivement. C'est pas nous, les récupérateurs, quand moi je jouais, je ne voyais pas le même jeu que voyait Alain Giresse. Voilà, tu vois, je veux dire, à un moment donné, il y a des stratèges de jeu. Oh, messieurs, on avance, et il va falloir s'arrêter pour Provence Azur et Var Azur TV. Mais avant ça, je veux votre compo contre Amiens qui vous mettrait, en sachant que Rami et Payet pourraient faire leur retour, mais sans doute pas en tant que titulaire. Titi, tu mets qui? Tu partirais sur quel compo contre Amiens?
En 4-4-2, avec Steph dans les buts, Tchaïtatsar, Camara, Amavi à gauche et Sakai à droite. Milieu de terrain, je mettrais Strootman, puisque Gustavo revient d'être maladie, avec Lopez, parce que Morgan me déçoit beaucoup en ce moment. Et puis à droite, Thauvin. Si Payet ne joue pas, je mets Balotelli, Germain et puis Ocampos à gauche. Sinon, si Payet il le fait jouer en 10, je tenterai à gauche Valère Germain pour monter, vraiment avoir 2 attaquants avec Payet en 10 derrière. Ok. Et Zaki, Oui, pareil, je mettrais Khaled Satsar avec Bouba Kamara. Par contre, moi là, je mettrais Sakai. Je mettrais Bounassar sur le couloir droit. Au niveau de mes 2 relayeurs, vu que Gustavo revienne, je mettrai donc Strootman et je remettrai Lopez. Excentré droit, donc je mettrai Thauvin. À gauche, je mettrai Ocampos. Et devant, je mettrai Balotelli et Germain. Et je ferai rentrer Payet dans le cours du jeu. Dans ce système de jeu, on va se priver obligatoirement de Strootman ou de Gustavo. Ce serait dommage parce que Strootman revient quand même. Jean-Charles, ne détourne pas l'attention. Contre Amiens, tu mets qui? Ton 11 Bon, vite, avant qu'on ait l'antenne. C'est très simple. Moi, je mettrais 3 défenseurs. Tu fais pas 4-4-2, tu oublies? Non, je mettrais le petit, je me lève, le petit Camara là, je dis toujours le petit. Kaletassar là, et je mettrais Sakai là. On est bien d'accord? Ça permettrait d'avoir au milieu le petit Lopez, Strootman ou Gustavo. Là, de faire monter un latéral, c'est-à-dire si on veut jouer à Essar, on le fait monter, de faire décrocher un petit peu plus haut Thauvin. Et là, dans ce système Balotelli et la Payet, se retrouver avec un système de jeu quasiment comme ça, 3 milieux à plat, ce qui permettrait d'avoir une bonne récupération et de couvrir tout le terrain et d'avoir des triangles dans tout le système de jeu. Et voilà, et comme ça, on a le 3-3-3-1 de Marcelo Bielsa. C'est pas mal. On s'arrête là. Pour Provence Azur Var Azur, on vous remercie de votre fidélité. Pour les abonnés Football Club de Marseille, ça continue sur le site, sur YouTube. Après cette première partie tactique pour vous, les abonnés Football Club de Marseille, on va parler de choses un peu plus terre à terre, puisqu'on a entendu parler, c'est Bertrand Latour, il me semble, de RTL, qui a expliqué que l'Olympique de Marseille avait pris contact avec Edouard Mendy, donc actuel gardien de Reims, pour le faire venir à l'Olympique de Marseille, hein, bien sûr. Vous avez une connaissance, non? Voilà, tout à fait. Edouard Mendy, qui est donc passé à l'OM en 2015-2016, il n'a joué qu'avec la réserve. Alors il est pas du tout amer par rapport à ça. Hein. Il avait dit c'était une chance pour moi. Parce qu'il était à Cherbourg. Après il a connu une petite période de chômage. Et il dit je suis passé du conseiller de Pôle Emploi à côtoyer de grands joueurs comme Steve. Il fallait que je montre que je méritais d'être là. Et donc on l'a fait assez peu jouer en National 2. Il est ensuite parti, il est parti à Reims. Maintenant à Reims, il est gardien titulaire en Ligue 1. Il est très très bon. C'est même l'un des meilleurs gardiens de Ligue 1, tout simplement, avec le compte. On l'a vu contre nous, il a été excellent. Et donc l'Olympique de Marseille serait prêt à le récupérer. Déjà, toi, tu l'avais vu un petit peu au club, Edouard Mendy, en 2015-2016? Oui, je l'ai connu jeune, moi, en fait, quand j'étais à OMTV. C'est vrai qu'il était là avec le centre de formation. C'était un gardien qui avait de la qualité. Hein. C'est vrai qu'il avait beaucoup d'envie, beaucoup de qualité. Peut-être un peu plus farfelu, en fait, un peu plus tête à l'air. Et un peu moins sérieux. Peut-être qu'il pensait que d'être arrivé à l'Olympique de Marseille, de s'entraîner, voilà, c'était son but. Et après, il est un petit peu stagné, en fait. Mais bon, on avait quand même vu derrière tout ça que c'était un gardien de but qui avait beaucoup de qualités hors normes, en fait. Et là, on se rend compte aujourd'hui que ce gardien fait les beaux jours de Reims. Et si je ne me trompe pas aussi, c'est le gardien qui a fait le plus d'arrêts dans le championnat de France. C'est possible, je n'ai pas la stat. J'avais une stat. C'est le gardien qui a fait le plus d'arrêts déterminants dans le championnat de France. Et si Reims aujourd'hui a une belle façon de jouer aussi, c'est un petit peu grâce aussi aux arrêts que leur gardien. Et puis aussi bien à l'aller comme au retour contre nous, avec l'OM, il a fait un très bon match. Titi, t'en penses quoi, toi, d'Edouard Mendy? Ça serait une belle revanche pour lui, parce que en plus je pense qu'il était parti, il voulait pas lui renouveler son contrat. Il avait été vendu. J'avais une proposition, mais j'avais assez peu joué en National 2, donc je me suis dit, il avait une proposition de contrat de 2 ans à l'OM, mais il s'est dit je veux aller jouer maintenant, il faut que je joue, il faut que je passe un palier, ce qui est logique.
Et donc, non, il a pas l'air du tout amer. Après, par rapport ça à serait une belle opportunité pour lui. Puis je pense que pour le club aussi, ça serait pas mal parce que si on veut aller chercher un gardien un peu plus confirmé, de suite, ça va être beaucoup plus cher. Et dès qu'on ne fera pas la porte et qu'on est l'OM, le prix du transfert, il est doublé. Donc non, je pense que ça peut être une très bonne opportunité pour lui. Hein. Est-ce qu'on parle donc... alors, Transfermarkt parle d'un prix de 6 millions, donc on sait que Transfermarkt, c'est pas toujours le truc le plus fiable. Même si Mais c'est un des plus fiables. C'est utilisé dans les PowerPoint de Jacques-Henri de Heureux. contrat à Reims Je sais pas trop, je peux te dire ça. Il a au moins 2 ans, toujours non selon Transfermarkt Ouais. jusqu'en 2020, donc c'est-à-dire encore un an après. Mais en fait, oui, ce qui interroge un petit peu, c'est qu'on l'a eu au club et qu'on l'a laissé partir et que t'en penses quoi toi, de cette situation, Zaki, où on laisse partir des joueurs Non, et mais qu'après on après, les c'est pas. rachète? Après, à chaque fois, je veux dire, on tape sur l'Olympique de Marseille quand il y a des joueurs qui passent chez nous et qui au final ne réussissent pas et réussissent dans d'autres clubs. Je pense que ça, c'est de partout pareil. Simplement que ça prend une plus grosse ampleur quand c'est l'Olympique de Marseille, clairement. Le garçon, il ne faut pas oublier qu'à l'époque où il y a l'Olympique de Marseille, je crois que je ne sais pas de conneries, il y avait Mandanda qui était en pleine bourre, donc c'est compliqué aussi. Reims, je veux dire, n'ont pas les mêmes attentes que l'Olympique de Marseille, donc eux vont chercher le maintien, c'est plutôt pas mal. Nous, l'Olympique de Marseille, on cherche à être européen chaque année, donc ça, c'est des choses qui arrivent. Je veux dire, si aujourd'hui le garçon avait été à ce niveau-là, à l'époque, certainement qu'il serait monté. Si je me rappelle bien, puisque c'est l'époque 2015-2016 avec Bielsa, je crois que... Non, c'est 2015-2016, malheureusement, c'est Mitchell, c'est un autre style. Mais je pense qu'il n'y a pas le Mendy qui est inclus dans... Ils vendent Mendy à Reims parce qu'on a récupéré Zambo. Non, je pense, Mais je pense pas, parce que Zambo, non, pas un échange, mais un... Ouais, un deal, quoi. Ouais. Je pense pas, je pense pas. En fait, moi, ce que je pense, c'est que quand on est à l'Olympique de Marseille, et quand on passe par le centre de formation, on se dit que d'y arriver, aujourd'hui, c'est un peu dur. Surtout d'y jouer. D'y arriver, peut-être, c'est une chose aussi des pros. Mais d'y jouer, c'est doublement plus dur quand on sait qu'il y a des internationaux qui sont sur le terrain. Oui, il y a des petits clubs qui arrivent à sortir des joueurs, mais si tu joues le maintien, c'est dur, mais c'est pas pareil que de jouer un maintien, c'est-à-dire que tu es souvent mis en évidence, parce que tu es obligé de faire des arrêts sinon ils vont descendre. Et surtout, il a tellement envie de jouer et de s'exprimer au plus haut niveau qu'il demande à partir aussi. Après, il faut savoir le retenir. Si on sait que le gardien a d'énormes qualités, on peut le faire patienter 2 ans et peut-être le mettre numéro 2 ou numéro 3, le faire jouer titulaire en réserve. Et après, attention, moi je ne vais pas parler de Pelé, parce que c'est un garçon adorable, très professionnel. Mais est-ce que c'était pas judicieux aussi, peut-être, si on avait une vue sur ce gardien Mendy, de le mettre peut-être de temps en temps chez les pros, comme on fait un peu avec Escalès. En fait, c'est... Voilà. Ouais, Pas Zaki, décourager en fait les joueurs. Mais bon, après, c'est un super gardien de Ligue 1. Moi, il y a toujours une réflexion que j'ai eue, et peut-être que vous allez pouvoir me répondre, mais moi, c'est le gardien Alban Lafont, qui était à Toulouse, qui est aujourd'hui à la J'en ai parlé depuis bien longtemps. Pour moi, ça ça reste pour moi une grosse énigme en général, pas que pour l'Olympique de Marseille, mais pour tout le monde. Comment ça se fait que ce gardien-là, on ne pourrait pas essayer de l'attirer? Moi, je trouve que c'est un super gardien de but. Il a été acheté pour 3 bouchées de paix. Je crois qu'il a été acheté 7 millions d'euros. 8 millions d'euros. Le garçon, il a été lancé très tôt à Toulouse. Il a joué très jeune. Moi, c'est un garçon que tu vois, qui est pas confirmé, mais je veux dire quand même qui a de la bouteille en Ligue 1. Une centaine de matchs. Plus de 100 matchs, il a commencé à 16 ans. Voilà, et pour moi, c'est un garçon qui aujourd'hui peut prétendre à jouer à l'Olympique de Marseille. Mais en fait, tout ce dont on parle, donc après, donc déjà, il faut un peu préciser, donc Edouard Mendy, il n'est pas du centre de formation, on va le chercher, c'est un peu de la post-formation, comme on avait fait à l'époque avec Taïwo, etc., comme on a avec Zambo aussi, quelque part, on l'avait fait aussi. Mais par contre, oui, moi, il y a cette idée, souvent on dit « au centre de formation, ils bossent n'importe comment, ils ratent les joueurs ». Moi, j'ai pas l'impression qu'ils ratent beaucoup les joueurs, mais j'ai l'impression, enfin, donc après, Edouard Mendy peut rentrer là-dedans, en fait, qu'on a du mal à faire passer des jeunes prometteurs, qu'ils soient du centre de formation ou en post-formation, de la Nationale 2 au monde pro réellement, à l'Olympique de Marseille. On n'arrive pas à faire la passerelle. Il y a un problème de passerelle entre les jeunes. Est quand même grand, hein, la Nationale 2. Mais tu as des clubs qui y arrivent, comme Lyon par exemple. Oui, ils y arrivent parce qu'il y a une confiance aussi qui est donnée par le club, par les dirigeants, de savoir qu'à un moment donné, s'il y a de la qualité, ils joueront. Après, ça se travaille psychologiquement, les joueurs, ça se travaille. Là, je reviens juste sur la parenthèse, à savoir qu'un gardien de but, c'est beaucoup plus long
à sortir qu'un joueur de champ. Parce que c'est un seul poste. Il faut attendre que le numéro 1 se casse la gueule, ou qu'il soit blessé, ou qu'il soit suspendu, pour faire des matchs. Et encore, quand il fait un bon match, c'est pas sûr qu'il y reste. Donc c'est pour ça que Lafont, c'était vraiment un cas Lafont, c'était un bon cas parce qu'il avait déjà joué en première division, qui avait plus de 100 matchs, qui était capable, si on cherchait un gardien, de le faire jouer de suite avec son jeune âge. Et là, ça valait le coup. Maintenant, le centre de formation, il peut être critiquable et ne pas être critiquable. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup moins de joueurs qui veulent venir aujourd'hui à l'Olympique de Marseille. Pourquoi? On ne va pas en discuter. Ils ne veulent pas venir parce que les parents se disent que leur fils, s'ils doivent jouer, il ne sortira pas à l'OM parce qu'il faut des stars, il faut des noms, il faut des ci, il faut cela. Ouais, est-ce qu'on leur donne la possibilité, après, d'avoir les meilleurs joueurs dans le centre? Je ne sais pas. Parce que si on les avait, je pense qu'ils joueraient. Ça aussi, on se rend compte aujourd'hui et on critique un petit peu le centre de formation, entre guillemets, parce qu'on n'a pas de bons résultats chez la réserve et chez les moins de 19. Et ça, c'est la préparation au professionnalisme. Il faut le savoir. Parce que moi, quand je jouais en réserve, mes copains, quand on jouait tous en réserve, on avait tous 17 ans. Là, on est en train de me dire, oh, ils ont 18 ans, ils sont jeunes pour jouer en réserve. Mais nous, on joue en 3e division. C'est-à-dire que la 3e division, c'est le national. Après, il faut se mettre dans l'état d'esprit de véritable pro qui veut devenir professionnel de haut niveau, mais avec du caractère et de la grosse envie. Pas se dire, parce que je suis passé par l'OM, je vais trouver un autre club derrière. Ça, c'est partir dans au-delà de l'attractivité que peut mener l'Olympique de Marseille, l'Olympique de Marseille est un club attractif. En dehors de Marseille, même dans la France, dans le monde entier, l'OM est reconnu. Après, aujourd'hui, il y a un paramètre qui est important à prendre en compte, c'est que maintenant, les clubs mettent de l'argent sur des jeunes joueurs. Pas vous le dire. Moi, je le dis, normalement, c'est parce qu'avant Monaco, c'est pas sans forcément cibler de clubs, mais je parle dans la globalité. Aujourd'hui, tous les clubs du monde entier, lorsqu'ils souhaitent avoir un joueur, vont promettre, vont donner un jeune joueur, vont donner de l'argent. Donc aujourd'hui, je pense que pas forcément. Bon, là, je pense que la FIFA, ils ont mis un peu le nez dedans, mais aujourd'hui, c'est compliqué de pouvoir rivaliser avec un club et n'importe quel club. Sans mettre de l'argent. Sans mettre de l'argent, c'est compliqué. Aujourd'hui, c'est compliqué. Mais est-ce que, donc, toi qui est à Herbel, qui connais par exemple, tu vois, un des joueurs qui a percé pro, qui vient de Marseille, c'est Brian Dabo. Est-ce que Brian Dabo a préféré Montpellier à l'Olympique de Marseille? Est-ce qu'il serait passé... Est-ce qu'il aurait eu une carrière s'il était à l'Olympique de Marseille? Parce qu'on en a vu plein des jeunes qui se sont plantés à l'OM. C'est un paramètre qui est complètement difficile à... C'est une question difficile à répondre. Aujourd'hui, tu peux aller à Montpellier, te casser les dents. Tu peux aller à Madrid, réussir. Je veux dire, aujourd'hui, c'est l'environnement du joueur. Mais à Montpellier, tu sais qu'on va plus facilement te donner ta il y a moins de moyens, chance. En fait. Ouais, c'est certainement. Mais en fait, le club comme Marseille et de Montpellier, c'est que Montpellier est basé sur la formation. Ils sont obligés. Parce que financièrement, sinon, ils ne vont pas s'en sortir. À savoir qu'ils vont récupérer énormément de joueurs dans toute la France. Et là, ça me fait penser de suite à un club, ça me fait dire que c'était Auxerre. Auxerre qui ramenait avec Giroud des centaines de joueurs. Mais on a oublié de dire que sur ces centaines de joueurs, il y a la moitié ou les 3/4 qui sont perdus dans la nature. Donc, à un moment donné, il faut savoir, si on cible l'élite,